Alors bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Alison, j'ai 38 ans, j'habite à Angers dans le Maine-et-Loire. Je suis maman de deux petites filles, Laurine qui a 15 ans et Lana qui va avoir 12 ans à la fin du mois. Alors pourquoi j'ai fait cette chaîne que je consacre aux violences conjugales? Eh bien parce que j'ai moi-même été victime de violences conjugales pendant un peu plus de 4 ans. Le 21 juillet dernier d'ailleurs, j'ai décidé de témoigner à visage découvert dans le Courrier de l'Ouest. Alors pourquoi j'ai décidé de témoigner à visage découvert et pourquoi j'ose faire cette chaîne vidéo et pourquoi j'ose parler devant vous de mon vécu en tant que victime? Eh bien tout simplement parce que il me semble en tout cas important de montrer à toutes les victimes que on se doit en fait de garder la tête haute et qu'on n'a surtout pas honte, enfin on n'a pas à avoir honte en tout cas de parler de ce que l'on vient de subir. Voilà, parce que pour moi, la honte, elle doit seulement être portée par notre persécuteur. Nous sommes des victimes et donc nous ne devons pas nous sentir coupables. Voilà. Alors ce sentiment de culpabilité, bien évidemment, hein, je l'ai ressenti à maintes et maintes reprises, mais maintenant, voilà, j'essaye d'aller de l'avant et donc voilà, vraiment, ne culpabilisez pas, vous êtes la victime et vous n'êtes en aucun cas responsable de ce qu'il est en train de vous faire subir. Personne ne mérite ça, personne. Alors, dans cet article, j'ai donc témoigné de mon vécu à ses côtés. Donc, je vais essayer aussi de partager mon histoire avec vous. Euh, donc, moi, pour expliquer un petit peu aussi les mécanismes de la violence conjugale, alors il est important de déconstruire certains clichés ou certains stéréotypes. On a des clichés, par exemple, sur le profil de la victime. On pense peut-être à une personne un peu faible qui n'a pas de caractère. Eh bien non, parce que vous voyez, ça n'a pas été mon cas. On peut aussi penser à un profil de victime euh, voilà, de personnes qui auraient pu avoir en tout cas grandi dans une famille pas très stable, euh, ou sans éducation, ou sans aucune transmission de valeurs. Eh bien là encore, c'est un cliché totalement faux, parce que ce n'est pas mon cas non plus. Il est important de rappeler que la violence n'a pas de sexe, n'a pas de nationalité, la violence n'a pas un rang social attitré, voilà, ça peut toucher tout le monde. Donc ça, c'est important déjà de le rappeler, de le souligner. Personne n'est à l'abri d'être demain la prochaine victime en fait de violences conjugales. Alors, pour vous dire, par exemple, moi j'ai partagé justement cette opinion il y a quelques années de ça. J'étais secrétaire médicale, je travaillais en service de médecine légale, donc par conséquent, j'accueillais régulièrement des victimes de violences conjugales. Et souvent, hein, il y avait des femmes que je revoyais de manière régulière, de manière récurrente. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas. Euh, Comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, et donc j'ose le dire, je comprenais pas parce que je me disais mais pourquoi elles y retournent quoi? Elles sont folles. Enfin, moi, à la première claque, je pars. Eh bien, à la première claque, je suis pas partie. Donc voilà, tant qu'on ne vit pas ça, on ne peut pas savoir quelle réaction on va avoir. Euh, donc voilà, ça c'était déjà la première chose importante à dire. Alors ces hommes-là, au début, ils peuvent se montrer sous un très très beau jour, hein. Au départ, on pense que c'est le véritable prince charmant, hein, qui est à votre côté. Il va vous valoriser, il va vous mettre sur un piédestal, il va être attentionné, il va être sentimental, il va être très aimant, très protecteur. Voilà, il va vous apporter finalement tout ce que vous rêviez d'avoir. Voilà, vous êtes en train de vivre un véritable conte de fées. Et ça, c'est malheureusement qu'une façade. C'est un leurre.
parce que après, enfin, vous allez voir dans mon histoire que par la suite, c'est loin d'être aussi beau qu'il le montrait au début de cette relation. Alors cet homme-là, je l'ai connu, il avait 9 ans. Moi, j'avais 6 ans de plus que lui, donc je devais avoir 15, 16 ans. Alors c'était le voisin de ma grand-mère maternelle, c'était également le voisin de ma tante. Et donc ma cousine, âgée du même âge, le fréquentait. Voilà, c'était des amis d'enfance. Donc je les croisais, bien évidemment, je le croisais avec ma cousine, je le voyais, etc. Mais j'avais pas plus de relations que ça à ce moment-là. Et puis en 2014, en avril 2014 pour être plus précise, j'apprends le décès de sa maman en appelant ma grand-mère. Voilà, elle venait d'être retrouvée chez elle. Lui, à l'époque, venait de partir en saison en Corse. Et donc, ma grand-mère me dit, on n'arrive pas à le joindre, donc j'essaye de le contacter par Messenger, parce que voilà, hein, j'avais vraiment pas plus de relation que ça avec lui, donc je n'avais même pas son numéro de portable. Donc, je lui envoie des messages sur Messenger, je lui laisse mon numéro de téléphone, je lui dis, j'ai quelque chose de très très important à te dire, rappelle-moi vite, c'est urgent. Et puis pas de nouvelles, enfin, j'arrive pas à le contacter. Donc j'appelle ma cousine qui, elle, arrive effectivement à le joindre et lui apprend la mauvaise nouvelle. Quand il arrive sur Angers à la gare, je suis là. Je suis là et puis je l'héberge. Parce que il habitait chez sa maman, donc en plus, vu que sa maman était retrouvée comme ça morte, il y a une enquête, il y a des scellés, donc de toute façon, il ne pouvait pas rentrer dans le logement de sa mère. Donc je le reçois chez moi, et puis, de fil en aiguille, il reste. Parce que n'étant pas sur le bail de sa mère, il ne pouvait pas conserver ce logement. Et en plus, étant seul, il ne pouvait pas être dans un T3. Voilà. Donc, ben voilà, moi, avec mon grand cœur, ma générosité, voilà, comme dit ma mère, je fais souvent trop Mère Teresa, à mon détriment, bien malheureusement. Euh, voilà, je continue à l'héberger, je l'accompagne dans ses démarches d'obsèques, hein, pour organiser les obsèques de sa maman. Et puis là, je suis attendrie peut-être par sa tristesse, euh, parce que peut-être qu'il arrive à ce moment-là dans ma vie où je me sens terriblement seule après une rupture avec le papa de mes filles. Voilà, ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, et là, bon, ça faisait 3 ans que nous étions séparés. Donc je me sentais seule, abandonnée, inutile, voilà, complètement inutile. Et donc, à ce moment-là, je me sens utile finalement. Donc ça me valorise. Je suis utile à quelqu'un, je l'aide dans ses démarches, voilà, c'est valorisant. Et en plus, il me le dit. Il me le dit, puisque il me, comment dire, il me flatte intellectuellement. Il me dit, mais oh là là, j'ai de la chance de t'avoir, tu as le sens de l'organisation, tu fais super bien mes papiers, voilà, tu es intelligente, voilà. Et à ce moment-là, c'est ce que j'ai besoin d'entendre. Donc ça me flatte et ça me finit par me séduire. Et du coup, s'installe une relation amoureuse. Donc au début, c'est idyllique. Il est effectivement adorable, attentionné. Voilà, il a des délicates attentions vis-à-vis de ma personne. Il est respectueux. Voilà, tout est parfait. Ça roule. Il y a vraiment rien qui me laisse présager de l'avenir. Et puis rapidement, il y a des prémices, des violences conjugales. Alors maintenant, je suis en capacité de vous dire que c'est les prémices de la violence conjugale. Bien évidemment, à cet instant-là, je ne le réalise pas. Euh, il y a un matraquage de mots destructeurs. Destructeurs parce que ça vous rabaisse, parce que ça vous enlève toute estime de vous-même. Donc on ne s'estime pas, mais on perd la confiance, on n'a plus confiance en soi. Et puis si on n'a pas confiance en soi, bah, bien évidemment, on ne s'affirme pas. On ne peut pas être dans l'affirmation de soi.
Donc du coup, finalement, vous acceptez, l'inacceptable, vous n'arrivez plus à affirmer, vos valeurs, à affirmer, vos pensées. Heu, voilà, vous vous laissez faire, vous avez comme un sentiment d'être une toute petite chose. Il vous a réduite à être une toute petite chose, qui n'est même plus en capacité de se rebeller, qui pense mériter, toutes ces attaques, toute cette toxicité. Et donc voilà, on se laisse faire, on se dit, «C'est de ma faute». On culpabilise, hein, c'est très, très fort ce sentiment de culpabilité. Et puis, heu et puis petit à petit, il y a un climat de pression, de tension, il y a un climat de peur qui s'installe. Et puis là, arrive la première claque, cette première claque, fatidique, mais voilà, vous vous révoltez pas parce qu'encore une fois, ça y est, vous avez été conditionné. Vous avez été conditionné à ne plus répliquer. Vous avez été conditionné à penser que vous méritez cette claque. Donc, voilà, vous culpabilisez. C'est vous qui culpabilisez. Ce transfert de culpabilité, il est vraiment terrible. Et donc, vous vous engouffrez dans cette relation où un coup ça va, un coup ça va plus, parce qu'il y a des moments d'accalmie, hein, quand même. Et puis, voilà, c'est pas tout beau, tout rose, mais c'est pas tout noir non plus. Donc il y a des bons moments, et puis il y a malheureusement l'envers du décor, où on va vous insulter, on va vous rabâcher que vous n'êtes une bonne à rien, où on va vous taper parce que vous avez osé montrer vos désaccords, où on va oui, vous battre parce que vous avez osé demander de l'aide dans l'entretien de la maison. Voilà, c'est très compliqué. Donc moi, j'ai vécu plus de 4 ans avec, avec Satan, parce que j'ai plus envie de le nommer, enfin en tout cas de lui donner un prénom, parce que pour moi désormais, ce serait lui donner beaucoup trop d'importance. Donc Satan, je trouve que ça lui va bien. Donc voilà, Satan explosait, pouvait se mettre dans des colères monstrueuses pour n'importe quelle raison. Euh, En 2015, donc un an après, quasiment, enfin à peine un an après notre début de relation, là j'en ai marre, hein, j'en peux plus, parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'épisodes de violence. Il y a une fois où je refuse de monter dans sa voiture parce qu'il est alcoolisé. Je pars à pied, il me court après, me saisit violemment par le poignet. Donc j'avais des ecchymoses sur le poignet, la trace de ses doigts. Il me balance dans la voiture et arrivé à la maison, ben voilà, les violences continuent. Un autre soir, ma fille me pose des questions sur le 11 septembre. Je lui explique que c'est des terroristes qui ont détourné des avions, qui se sont crashés volontairement dans des tours et qu'ils ont fait des milliers de victimes innocentes. Et là, Satan rentre dans une colère monstrueuse, expliquant que, vu qu'il a fait l'armée, il a son avis en fait sur l'armée américaine et donc sur l'Amérique, que c'est des gens qui méritent ce qui leur est arrivé. Donc forcément, je m'oppose à un tel discours devant mes enfants, devant ma fille. Donc je lui ai dit: «Non, mais je ne peux pas te laisser dire ça. Je te rappelle» alors moi j'ai pas fait l'armée, je suis pas là pour juger l'armée, américaine, mais en tout cas, ces personnes-là, c'était des civils, quoi. Donc si, ce sont des innocents. Eux, ils ne méritent pas ça. Dans les avions, il y avait des enfants, il y avait des bébés. Enfin, c'est pas des innocents, mais c'est le monde à l'envers, quoi. Et donc je m'oppose à lui. Je le contredis. Et je m'affirme. Ce jour-là, je m'affirme. Et donc, ça me vaut d'être attrapée par les cheveux et il me cogne violemment la tête contre le mur devant mes filles. Donc, mes filles se lèvent, viennent vers moi, et puis là, je vais dans leur chambre en me disant qu'il allait peut-être pas oser en fait aller jusque dans leur chambre. Et finalement, il vient.
Alors, il n'est pas violent physiquement à ce moment-là, mais verbalement, puisqu'il s'adresse à mes filles et leur dit textuellement: «Je vais tuer votre maman». C'est hyper violent, c'est ultra violent en fait pour des enfants, hein. C'est voilà, d'avoir peur pour sa maman, d'avoir peur pour soi, c'est inhumain. Enfin voilà, je souhaite à aucun enfant de vivre ça. Il y a une autre fois où, il revient, alcoolisé à la maison. Moi, j'étais dans ma chambre, j'étais en train de me mettre au lit, donc de me changer. Donc j'avais retiré tous mes vêtements, je m'apprêtais à enfiler ma chemise de nuit et Satan est entré, dans la chambre assez rapidement, heu, avec une attitude où bon voilà, je sentais qu'il était très imbibé d'alcool et surtout très énervé. Donc j'ai pas le temps d'enfiler ma chemise de nuit qu'il se met à me taper dessus. Le voisin avec qui, voisin et ami d'ailleurs de Satan, avec qui il venait de passer la soirée, l'avait raccompagné parce que justement il était, très, très mal en point. Et en fait cet ami, entend mes cris, mes pleurs et comprend très très rapidement qu'il y a une situation de violence conjugale. Donc il fait demi-tour et refrappe à la porte. À ce moment-là, Mika me met par terre, me saisit par les cheveux et me traîne jusque devant ma porte d'entrée. Et il l'ouvre. Alors là, c'est une humiliation terrible parce que vous êtes face à ce voisin ami dans votre nudité la plus complète. Donc c'est quand même ultra violent et ultra humiliant. C'est dégradant même comme position. Après, c'est compliqué. Vous voyez, vous croisez ce voisin et vous êtes ultra gêné, quoi. Donc c'est terrible comme situation. D'ailleurs, ce voisin a témoigné. Euh, donc voilà un petit peu les épisodes de violence que j'ai pu subir et les raisons en fait qui motivaient la colère et qui pouvaient engendrer la colère chez Satan. Donc en 2015, le 28 janvier 2015, là il y a un gros fait de violence où en fait le repas n'était pas prêt quand il est rentré. Et du coup, ça l'a mis dans une colère monstrueuse et il s'est mis à me taper pendant plus d'1 heure et demie. Pendant cette heure et demie, il m'a attrapée par les cheveux, il m'a saisie par les bras, m'a mise par terre, m'a donné des coups de pied, il m'a fait voler à travers les pièces. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il a tapé mes flancs aussi contre ma table de salon, hein. Ça m'a valu quand même 4 côtes refêlées. J'ai dû porter en tout cas une ceinture abdominale pendant 3 mois. Il m'avait arraché le cuir chevelu, enfin voilà, c'était voilà, et j'avais des ecchymoses, des contusions, des dermabrasions un petit peu partout sur le corps. À 20 h, mes filles devaient revenir de chez leur papa. Du coup, ils me laissent aller les chercher. Donc je descends récupérer mes filles et puis là j'appelle une amie, Tiffaine, qui me rejoint dans la rue avec mes enfants. Sauf que Satan arrive et puis continue à me hurler dessus devant mon amie et devant mes enfants. Et puis Laurine s'interpose. Donc ça c'est ma grande. Donc à l'époque elle avait 11 ans. Elle s'interpose, elle dit laisse ma maman tranquille. Et là, je vois le bras de Satan se lever. Donc je comprends en fait qu'il s'apprête à taper ma fille. Et donc j'ai ce réflexe de lui saisir le poignet et de lui dire ok c'est bon, je te suis. Je me sacrifie à ce moment-là pour protéger mon enfant. Je ne veux pas qu'elle se fasse taper. Donc j'accepte de rentrer à la maison avec lui. Et je me retourne vers mon amie Tiffaine, les larmes aux yeux, et je lui supplie de protéger mes filles. Et bien évidemment, j'ai à l'esprit l'espoir en fait qu'ils appellent la police. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc moi, pendant ce temps-là, voilà, je monte, je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur, je ne suis pas au courant de ce fameux coup de fil au 17.
Et puis donc, bah, malheureusement pour moi, les violences, elles continuent. J'ai des humiliations telles que des crachats en pleine figure, heu et des insultes et des coups. Il m'arrache même un collier que j'avais au niveau du cou, ce qui m'a laissé une trace, et voilà. Et puis d'un seul coup, heu, en fait, ah oui, alors ce qui était assez étrange, c'est que pendant toute ce moment où en fait il est violent, il y a parfois, à un moment donné, il me laisse en fait à terre près des poubelles, c'est un peu après avec le recul, ça a une connotation de, je considère la femme comme un déchet. Hem Et donc, j'ai une cuisine en fait, moi, à l'époque, j'avais une cuisine ouverte sur un salon, et donc lui, il était dans le salon. Il allait de temps en temps dans le salon, il s'asseyait sur le canapé, il buvait un petit peu un verre d'alcool et il disait: «Oh là là, mais regarde ce que tu me fais faire, quoi». Alors il exprimait des regrets, mais pas vraiment puisque, finalement, il insinuait que c'était de ma faute, mais à ce moment-là, j'avais l'impression, en tout cas, qu'il se rendait compte qu'il faisait un truc pas bien. Et puis d'un seul coup, il se relevait et il me redonnait des coups. Puis il repartait s'asseoir et c'était la même chose à chaque fois, c'est je bois et je pleure presque en me disant, voilà, chaque fois en disant: «Mais oh, qu'est-ce que tu me fais faire? Mais tu me rends fou». Voilà, donc c'est étrange comme attitude. Et puis donc quand on est remonté, donc et que les violences continuent, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il s'arrête et il me dit: «Bah, faudrait peut-être que tu ailles récupérer tes filles». Donc, bah, là, je saisis ma chance et puis, je descends et en fait, quand j'arrive dans la rue, ben, la police est déjà là, est déjà sur place avec mes filles, pardon, et avec mon amie Tiphaine. Et donc, je leur explique les choses. Au début, d'ailleurs, j'ai peur, hein, je ne veux pas, porter plainte et puis, il arrive, Satan arrive de manière assez, dans une démarche en tout cas assez agressive, un peu, vous voyez? Et puis à dire: «Oh bah, dis donc, il y en a du monde, ici», enfin de manière assez ironique, mais on sent cette agressivité en lui. Donc il discute avec eux, hem et puis, mais moi, face à cette attitude en fait très agressive, j'ai tellement peur que finalement je lâche: «Ah OK, je porte plainte». Et il procède à l'arrestation. Alors, j'ai appris à mon détriment d'ailleurs que maintenant le menottage n'est en tout cas pas systématique. C'est-à-dire que si la personne est conciliante, on ne menotte pas. Donc, il se montre conciliant, il va, jusqu'à la voiture et là, il pousse les policiers et il part en courant et ils ont beau lui courir après, ils ne le rattrapent pas. Donc, voilà, moi je pars, on me met en sécurité, voilà, je monte dans une voiture avec, un voisin à moi qui accepte de m'emmener au poste de police. Enfin, je suis d'abord allée aux urgences, pardon, et puis ensuite, au poste de police pour porter plainte. Donc, cette nuit-là, je ne dors pas dans mon domicile puisqu'ils ne l'ont pas retrouvé. D'ailleurs, au moment où il y a les policiers, on me restitue, parce qu'il avait un trousseau de clés de chez moi, parce que c'était mon domicile, hein, il a toujours vécu à mes crochets, c'était une sangsue financière. Et du coup, on m'avait rendu les clés de chez moi et donc le lendemain matin, je devais avoir rendez-vous en médecine légale et donc il fallait que je passe chez moi récupérer des papiers. Donc je monte, je mets la clé, dans la serrure et là je vois qu'elle ne rentre pas complètement et donc là je comprends, j'entends du bruit à l'intérieur donc je descends très, très rapidement en bas de l'immeuble et là je mets la main dans ma poche pour vérifier le second trousseau qu'on m'avait donné et en fait, il avait pris soin de retirer la clé de la porte. Voilà, il y avait que la clé de la boîte aux lettres et puis le badge, sur ce trousseau. Donc j'avais pas, prêté attention au moment où on me l'avait restitué. Donc j'appelle la police et j'explique le cas et je dis: «Bah, voilà, ne le cherchez plus, je sais où il est enfermé chez moi». Donc rapidement, ils sont arrivés et là, ils l'ont menotté et ils ont procédé à l'arrestation. Donc du coup, par rapport à cette plainte, il a été condamné à 6 mois ferme. Moi, pendant toute cette période, j'ai été, hébergée, par SOS Femmes, hein, donc une association que je remercie bien évidemment, fortement, voilà, parce qu'ils font un formidable travail. Et d'ailleurs, je lance un appel parce qu'il faudrait, vraiment faites des dons à cette association. Heu,
j'ai envie de dire aussi à nos politiques, arrêtez de fermer les robinets aussi, arrêtez de diminuer les subventions, parce que des associations telles qu'SOS Femmes ont un véritable besoin de subventions bien plus importantes que ce que vous leur attribuez aujourd'hui, et elles le méritent, et elles font un beau travail, et c'est pour une cause nationale, c'est ce que vous dites un peu partout, donc faites-le, soyez dans le concret, plutôt que dans la parole. Hein, moi, je n'accorde aucune importance à la parole, mais plutôt aux actes. Donc voilà, pour cette petite parenthèse. Donc oui, j'ai été hébergée donc 5 mois par SOS Femmes pour ma sécurité et celle de mes filles. Et donc, il y a un truc important par rapport à ça que je dois dire, c'est que la victime, quand elle se met en sécurité dans une association telle que SOS Femmes, par manque de subventions, hein, sûrement, et de moyens, ben voilà, il y a quand même une contribution financière. Donc, vous payez 1,50 € par jour par personne de plus de 16 ans. Donc, moi, mes filles étant âgées de moins de 16 ans, je ne payais que pour moi la coquette somme de 45 € par mois. Alors, ça peut paraître peu, mais juste le principe, c'est pas normal. Eux, quand ils vont en prison, ils sont hébergés, nourris de manière gratuite. Nous, la victime, on est obligé de payer nos hébergements pour notre sécurité. Donc, il y a un moment donné, ce n'est pas normal. Et le pire dans tout ça, c'est la réglementation CAF. Alors en France, la réglementation CAF vous dit, en tout cas, que vous n'avez pas le droit de vous absenter plus de 4 mois de votre logement, pardon, et continuer à percevoir les APL. Donc, étant donné que je suis restée 5 mois SOS Femmes, donc la CAF m'envoyait le courrier au siège de cette association-là, donc ils savaient très bien où j'étais, hein, j'étais pas au Club Med, j'étais pas partie en vacances dans un autre pays, non, j'étais à SOS Femmes. Eh bien, ils se sont permis effectivement de me réclamer 5 mois d'APL. Donc, mère isolée, 400 et quelques euros d'APL par mois, ben, vous multipliez ça par 5 et vous vous rendez compte que c'est une somme faramineuse, hein, ça fait plus de 2 000 €. Donc plus de 2 000 € plus les 45 € de frais d'hébergement que vous multipliez par 5. Donc ça fait presque... j'arrive plus à compter. 5 fois 5, 25, donc on va dire 250 € de plus. Donc voilà, ça fait une belle dette. Et du coup, la CAF m'a fait des retenues sur mes prestations familiales et donc je suis restée pendant 9 mois avec 348 € de revenus mensuels avec 2 enfants à charge. Donc bien évidemment, j'ai dû lâcher mon appartement dans la précipitation et puis au vu de mes revenus, eh ben, ma demande de logement en tout cas n'aboutissait pas. Les bailleurs sociaux étaient frileux à me louer quelque chose puisque je n'avais pas les revenus nécessaires. Et puis du coup, j'avais une dette de loyer, hein, parce que pour Podelia, voilà, comme on m'a réclamé les APL, j'avais une dette de loyer. Donc ça a été très compliqué pour moi. Et donc je me suis retrouvée pendant 2 années sans domicile fixe avec 2 enfants à charge. Et là, vous avez beau solliciter les services sociaux, vous avez beau solliciter les associations, et ben, il n'y a rien qui se passe, même à la préfecture, même avec un contingent préfectoral 1, catégorie 1, ça n'aboutit pas. Donc je ne comprends pas. Aujourd'hui, on est en 2019 et donc après 2 années où je n'ai pas eu de domicile fixe, et ben jusqu'à maintenant là, donc ça va faire bientôt 3 ans, je suis dans un logement en sous-location avec une association Anjou Insertion Habitat que je remercie parce que je revis quand même d'avoir un logement, même si c'est pas tout à fait le mien, mais voilà. Donc ça, c'est pas normal. Voilà, ça, c'est un peu on va dire, les répercussions que nous, on peut avoir en tant que victime. Donc, c'est pas normal. Donc après, quand il y a des femmes qui ne vont pas au bout des procédures, ne les jugez pas. Parce que vous voyez en fait ce que ça nous coûte, sans parler de l'énergie aussi que ça nous demande et que ça nous coûte aussi beaucoup. Parce que on est dans ces moments-là épuisé physiquement, épuisé moralement, et puis les démarches sont longues et sont difficiles. Et souvent, on est isolé parce que il a fait en sorte que l'on soit isolé de notre entourage amical et familial. Donc voilà. Donc moi, je me retrouve SDF, comme je vous le disais, et donc lui, il sort au bout de 4 mois avec les remises de peine. Voilà, il ressort au bout de 4 mois. Il est rentré mi-février, il ressort le 2 juin.
2015. Et puis au mois d'octobre, voilà, je fais l'erreur, je l'assume, de le recontacter. Parce que voilà, c'est un peu le risque aussi. C'est qu'au début, quand on décide de partir, on a en tête que les violences. Et puis après, notre cerveau nous joue des tours, hein, parce que plus on s'éloigne des faits et de la rupture, et plus en fait notre cerveau oublie les mauvais côtés et remonte à la surface les bons côtés de cette relation, hein. Donc c'est vraiment terrible. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Donc voilà, voilà, je pensais moins au mauvais moment et je pensais plus au bon moment, peut-être certainement lié à un sentiment encore de solitude. Et puis aussi, je me sentais seule, mais terriblement seule et abandonnée, hein, parce que vous voyez personne, quasiment personne. Vous êtes isolé. Puis en plus, vous vous sentez abandonné par le système en son entier, puisque voilà, vous êtes sans domicile avec vos enfants et c'est terrible. Vous êtes hébergé chez une amie, vous êtes hébergé chez vos parents. Enfin, c'est hyper compliqué comme situation. Et lui, à sa sortie, ben, il y a une association qui lui a tendu la main. Et lui, il a un logement. Donc à ce moment-là, il a un toit à nous proposer à toutes les trois. Il nous dit en plus que la prison lui a servi de leçon, que ça lui a permis de comprendre. Du coup, il avoue hein, tous les faits alors qu'il ne l'a même pas fait au procès, hein, il niait. Euh, Enfin, oui, il niait, ou alors en tout cas, il ne mesurait pas la gravité de ses gestes et de son comportement. Là, il semblait en tout cas réaliser et mesurer la gravité de ses actes. Donc, bah, je suis bluffée. Je suis bernée surtout. J'y crois. J'y crois et malheureusement, j'y retourne. Alors, comme beaucoup d'autres victimes, hein, il y a des allers-retours. Il faut pas juger. Il faut pas juger ça non plus. Parce que pour moi, de toute façon, ces allers-retours, ils sont quelque part bénéfiques et nécessaires. Parce que chaque aller-retour, eh ben, vous rapproche en fait du départ définitif. Parce que en fait, même quand on revient, mais on a quand même intégré des choses. Et notre seuil de tolérance, il s'est abaissé. On est beaucoup plus vigilante et beaucoup plus méfiante. Donc voilà, on accepte moins de choses quand même. En tout cas, moins longtemps. Donc voilà, donc je reviens. Je reviens et puis au début, ben voilà, on est encore dans le prince charmant. Il est gentil, il est attentionné, etc. D'ailleurs, c'est le principe même du cycle des violences conjugales, hein, parce que c'est un cycle en fait surcaptant et ça fait sans arrêt une boucle. Le premier temps, c'est la lune de miel. C'est la lune de miel. Donc c'est ce que justement je suis en train d'évoquer. C'est ce moment où en fait il est gentil, il est attentionné, il est plein d'amour, il est respectueux, il est protecteur, et il va vous mettre sur un piédestal, il va vous valoriser. Donc là, vous vous sentez bien, quoi. Donc il n'y a pas de raison pour vous de partir. Et puis, passe le deuxième temps où, ouh là là, il commence à y avoir des choses qui sournoisement s'installent par des petites phrases où vous mettez la pression, vous êtes sous pression, c'est la phase d'oppression. Parce que, par exemple, vous allez vous dire, ouh là là, quand il va rentrer ce soir, qu'est-ce qu'il va me reprocher, à quelle sauce il va me manger. Donc oui, le quatrième temps, enfin le troisième temps, pardon, c'est l'éclosion des violences. Donc ces violences, ça peuvent être physiques, verbales et parfois sexuelles. Et puis ce quatrième temps, qui est très très important pour que vous compreniez justement ces allers-retours, c'est ce que j'appelle, enfin c'est ce qu'on appelle, pardon, le transfert de culpabilité. En gros, ils vont exprimer des regrets, mais pas vraiment, puisque de toute façon, ils vont rejeter la faute sur vous. C'est-à-dire, ils vont dire, oui, j'ai été violent, mais c'est de ta faute. Oui, j'ai été violent, mais c'est toi qui me pousse à bout. Tu te rends compte, mais qu'est-ce que tu me fais faire? C'est toi qui me rends fou. Voilà. Et donc, du coup, à force d'entendre ça, ben, en fait, vous culpabilisez. Vous culpabilisez à leur place. Vous dites, purée, mais ouais, c'est moi, je le pousse à me taper, c'est moi qui ai un problème, je mérite en fait ce qui m'arrive. Et donc, une fois que vous êtes dans cet état de pensée ou cet état psychologique, ben, vous restez. Vous restez parce que vous pensez que vous ne méritez pas mieux. Et donc, et là, pour encore mieux vous garder, eh ben, il y a de nouveau cette lune de miel. Voilà. Ah bah oui, donc c'était bien moi qui avais un problème parce que c'est le mec parfait, quoi.
Et là, on recommence, phase de pression et violence conjugale. Et c'est pour ça que c'est important d'ailleurs de tout de suite, après un fait de violence, il faut couper la chaîne, quoi, pour éviter de passer à ce quatrième cycle qui est le transfert de culpabilité, parce que c'est là que ça rend les choses plus compliquées. Donc voilà, donc je reviens, et donc comme je le disais, ce premier temps, lune de miel, tout se passe bien. Et puis rapidement, finalement, les violences, elles reprennent. Alors, mais c'est pour un oui, pour un non. Et puis une fois, voilà, j'essaye de partir de chez lui. Donc il habite au deuxième étage. Je suis en suite à capuche. Il y a mes deux filles. Et là, ben non, il accepte pas que je le quitte, que je parte. Donc il me saisit par la capuche. Et sur le dos, en fait, il me tire et me fait monter les deux étages comme ça. Donc à chaque fois, avec donc le dos hein, qui tapait contre les marches. Et ça, sous les yeux aussi de mes enfants. Il y a eu un autre moment où il avait bu, je ne sais plus pour quelle raison, du coup il s'énerve et là se met à m'étrangler. Euh, et du coup, je me sens pas bien, quoi. Ça dure très très longtemps. Enfin, il enlève, il recommence. Je sais pas combien de temps ça dure, mais ça me semble être une éternité. Et puis du coup, suite à ça, je suis pas bien. J'ai mal au cœur, j'ai mal à la poitrine. J'ai l'impression d'avoir été vidée de mon énergie. Je me sens très affaiblie en fait, hein. Euh, voilà. Et du coup, il arrête. Et je reste comme ça dans un état un peu végétatif, quoi. Je suis complètement amorphe, hein, je suis complètement vidée. Et puis finalement, il vient se pencher sur moi. Et là, il regarde mon cou, hein, et sans doute là, il s'aperçoit en fait des marques. Et il me fait, oh mon Dieu, non, pardon, excuse-moi, je voulais pas ça. Voilà, et voilà ce que tu me fais faire. Et ce jour-là, mes parents d'ailleurs devaient venir. Mon père devait réparer un petit problème de plomberie dans la salle de bain. Et donc mes parents arrivent. Donc bah, avant qu'ils arrivent, moi j'avais les cheveux longs à l'époque, donc j'essaie de cacher ça au mieux. Et donc parce que c'est sur un côté, donc je fais une tresse sur le côté. Mais je suis pas bien, je suis pas à l'aise, je suis pas très très bavarde devant mes parents à ce moment-là. Ils ne font rien paraître, je ne fais rien paraître. Mais finalement, je les ai eus le lendemain au téléphone, donc ils avaient vu les traces, donc ils m'en ont parlé. Voilà, mais je j'arrive pas à m'extirper de cette relation, quoi, parce que j'ai peur. J'ai peur parce que parfois, j'essayais de le quitter et c'était voilà, enfin, comme je disais tout à l'heure, on vous fait monter, 2 étages sur le dos. Il y a une fois où il a, mis ses affaires, à l'entrée, du salon alors que j'étais dans le salon avec les filles et parce que j'avais demandé de partir donc il a rassemblé ses affaires. Je me dis: «Bon, bah, c'est cool, il va partir». Mais en fait, une fois que tout est rassemblé, bah, il prend le briquet et puis il dit: «Bah, voilà, si tu mets dehors, je mets le feu, aux affaires». Donc nous, ça nous bah, en tout cas, on n'avait plus accès à la sortie, donc on était bloqués dans le salon. Donc en gros, ça revenait à nous dire, bah, vous allez brûler vive, quoi. Donc bah, vous lui dites, non, non, c'est bon, tu peux rester, range tes affaires. Donc voilà, c'est compliqué de partir d'une relation comme ça. Donc voilà, il y a encore de nouveau des épisodes, plusieurs épisodes de violence. Et puis... et puis un jour, voilà, il s'en prend, on s'était séparés, j'avais réussi à le mettre dehors, il me harcelait, et parfois il me courait après dans la rue, m'obligeant même un jour à me réfugier en fait dans un cabinet médical. Il rentre dans le cabinet médical, hein, il est sans gêne. C'est la secrétaire qui intervient, qui lui dit, mais sortez monsieur, sinon j'appelle la police, quoi. Voilà, enfin, c'était fatigant. Et là, c'est pareil, dans ces moments-là, comme vous voyez que rien n'est fait, rien ne bouge, parce que des fois, vos dépôts de plainte, ça met une plombe, on vous écoute pas, ou je sais pas. Euh, et du coup, eh ben, vous épuisé, vous le laissez re-rentrer, hein, parce qu'il vous harcèle jour et nuit. Donc vous dormez même pas. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Et quelque part, il vaut mieux faire rentrer le loup dans la bergerie et puis savoir où il se trouve à quel moment que de ne pas savoir à quel moment et où il va vous attaquer. Euh, et donc voilà. Et puis là, en décembre 2019, je lui demande s'il peut passer le balai. Et puis que moi, je serpille après.
Il se met dans une colère monstrueuse et les violences débutent à 10 heures du matin, ce dimanche 9 décembre dernier, et se terminent à 16h30. Mes filles étaient présentes, hein. D'ailleurs, vu la durée des violences, vu la gravité aussi des actes, mon cerveau m'a préservée à sa manière et je n'ai que des flashs de cette journée. J'ai fait ce qu'on appelle un blackout. Mais en lisant les auditions de mes filles, parce qu'elles ont été auditionnées, j'ai tout le déroulé de cette journée. Mais voilà, j'ai pris des coups de balai, je projetais au sol à plusieurs reprises, j'ai été saisie par les cheveux, j'ai été cognée au mur, j'ai été cognée au sol. À un moment donné, je me souviens que ma tête tape un mur, mais je me souviens pas tomber. Par contre, en revanche, je me souviens de ma fille Laurine qui me relève. Je me souviens à un moment donné, pour fuir le conflit, m'isoler dans la chambre et me mettre au lit en me disant, bon, je vais me poser et puis voilà, ça va s'apaiser. Non, il vient, il lève le lit à l'horizontale et il dit, je vais te tuer, je vais te tuer. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il nous dit aux filles à moi, je vais vous enculer, vous baiser et vous tuer. Donc c'est quand même ultra vulgaire et ultra violent à entendre, que ce soit pour les filles et que ce soit pour moi. Et voilà, donc après, il a à un moment donné cassé en fait enfin fracturé à plusieurs endroits le coude de ma fille, ma plus petite de 11 ans, parce qu'elle était derrière une porte, il l'a ouvert assez violemment. Et d'ailleurs, il lui lance un bien fait. T'as qu'à pas écouter aux portes. Voilà. Donc ça lui a valu quand même 2 semaines de plâtre. Donc, enfin voilà, à un moment donné, il sort dehors, et puis moi j'en profite en fait pour verrouiller la porte. Euh, et là, bon bah il m'harcèle, hein, mais je ne lui ouvre pas, hein, j'appelle mes parents, je leur explique. Et là je dis non, c'est bon, je veux plus quoi, je ne veux plus supporter ça. Et puis je crois que c'est le déclic parce que ma fille du coup a été blessée. Et là, je réalise que ma fille ne mérite pas ça. Et donc, ça me fait écho. Et je me dis, si elle ne mérite pas ça, elle n'a rien fait pour ça, ben moi, certainement, pas non plus, quoi. Je réalise que finalement, je mérite pas tout ça. Et donc, je vais au bout des choses, je porte plainte le 9 décembre. Et là, c'est le parcours du combattant. Vous êtes épuisé physiquement, moralement, il faut vous déplacer à plusieurs reprises au commissariat, parfois plusieurs fois par jour. Vous allez en médecine légale un jour pour vous, un autre jour différent pour votre fille aînée, un autre jour différent pour votre fille cadette. Vous allez au rendez-vous avec les associations, enfin vous n'arrêtez pas. Et en plus, à chaque fois que vous vous déplacez pour ces rendez-vous, eh ben, vous êtes en danger. Vous êtes en danger parce que lui, il est en liberté hein, pendant toute la durée de cette enquête, hein. Donc, c'est fatigant parce que voilà, vous êtes épuisé par ces démarches. En plus, lui, il passe ses nuits parce qu'il dort dans sa voiture. D'ailleurs, souvent, il me dit à travers la porte quand il vient m'harceler, t'as vu, t'as aucun respect, tu me traites comme un chien, je dors dehors en hiver. Bah ouais, enfin bon, c'est plutôt toi qui nous a manqué de respect. Enfin, il réalise pas quoi. C'est la faute des autres, c'est la culpabilité. Il voudrait que ce soit nous qui la portions. Donc voilà, ça dure des mois. Et puis, pendant toute cette durée-là, moi j'ai un ami d'enfance qui est assez présent, qui passe beaucoup de temps avec moi, et puis qui habite pas très loin de chez moi. Donc un jour, d'ailleurs, un soir, enfin une nuit plutôt, à 5 heures du matin pour être très précise, Satan, il est encore devant chez moi à m'insulter. Enfin voilà, je vis dans un climat de peur. D'ailleurs, ça fait déjà quelque temps que je dormais à côté de mon lit avec un marteau. Voilà, j'avais un marteau près de mon lit parce que j'avais vraiment peur pour ma vie et pour celle de mes enfants, quoi. C'est vous dire dans quel état d'esprit je suis à ce moment-là pour en arriver à ça. Et donc j'appelle la police. Je précise qu'il y a un dépôt de plainte, je précise qu'il y a déjà une ordonnance de protection, qu'il n'a pas le droit d'être aux abords immédiats de mon domicile et qu'il n'a pas le droit de m'approcher ni moi ni mes enfants. Et là, on me répond, vous êtes verrouillée madame, donc vous êtes en sécurité, éteignez les lumières, tout va bien. Panique à bord. Donc j'appelle mon ami d'enfance, je lui explique la situation et là il me dit ok j'arrive.
Et donc, sur le chemin, il appelle lui aussi, hein, d'ailleurs, la police, en leur disant, mais attendez, pourquoi vous déplacez pas? Enfin, il comprend pas, hein, qu'il se déplace pas. Il leur dit, mais en plus, il est quand même au volant de sa voiture, il est en état d'ébriété. Rien que ça devrait vous poser un problème et vous devriez vous déplacer. Mais rien n'y fait, ne se déplace pas. Donc, mon ami d'enfance, Nico, arrive ici. Il reste la nuit dans mon domicile pour nous rassurer, enfin me rassurer. Je regarde pas les filles d'ailleurs ce soir. Et voilà. Et donc, ça dure des mois et des mois. Bon, à un moment donné, une relation amoureuse s'installe avec mon ami d'enfance, on m'avait déjà exprimé au mois de décembre ça, mais j'étais pas forcément prête. Il m'a laissé le temps. C'est quelqu'un qui m'a dit, je ne te mets pas la pression, je comprends ta situation, je sais qu'il te faudra du temps, donc je serai patient. Et il l'a été, il a été très respectueux. Et le 1er mars, bah, finalement, je fais sauter les dernières barrières. Enfin, en tout cas, c'est ma petite fille, d'ailleurs, qui fait sauter les barrières et qui me dit presque, enfin, qui dit en tout cas à Nico avant de dormir, bah, en gros, enfin voilà, je te donne le feu vert, quoi. Moi, je suis d'accord. Donc, maman, tu vois ça avec maman. Donc, ça nous a fait rire et quelque part, oui, bah, ça m'a fait sauter toutes mes dernières craintes. Et je regrette pas aujourd'hui parce que c'est vraiment quelqu'un de respectueux et quelqu'un qui m'apporte énormément et qui me fait vivre juste la normalité d'un couple. Euh, Malheureusement, ben, Satan a écho de cette relation amoureuse qui s'installe. Et le 12 mars, ma fille aînée part à l'école, ma plus petite, part également à l'école, et même pas 2 minutes après, ma porte s'ouvre. Donc moi, au départ, je pense que c'est ma fille qui revient, qui a oublié quelque chose. Et finalement, non, c'est Satan. Donc très très vite, il me parle de mon conjoint. Moi, je lui demande en fait de me laisser tranquille, de me laisser être heureuse, que j'y ai le droit, que je le mérite. Et là, il me dit que je suis sa femme à vie. Et ce jour-là, malheureusement pour moi, il y a viol. Il me viole pour me faire comprendre, bah oui, que je suis sa chose, qu'il me possède et que je ne peux pas le quitter comme ça. Euh, je me débat, hein, il y a pénétration vaginale, mais je me débat et il se retire. Et il recommence une deuxième fois et je me redébat. Et là, il se retire définitivement, donc il n'a pas été jusqu'au bout. Euh, et puis là, il se lève, je m'assois, je suis prostrée, je ne parle pas. Il me demande si ça va, je lui lâche un parce que je suis juste incapable de lui dire oui ou non, parce que je me dis si je lui dis oui, voilà, c'est pas la réalité, donc je peux pas. Et si je lui dis non, il va comprendre que voilà, je réalise ce qui vient de se passer, et je ne sais pas quelle va être sa réaction. Donc voilà, je dis je lâche pas plus que ça. Je peux pas. Et je reste prostrée. Et là, il me dit quand même qu'il est désolé. Qu'il est désolé, qu'il regrette et qu'il pensait que ça me ferait changer d'avis. Et il part en pleurant. Donc c'est presque moi qui culpabilise en fait. Enfin, c'est pas que je culpabilise, mais c'est que j'ai pitié pour lui presque hein, quand il part comme ça. Mais avec le recul, je me dis, mais comment on peut penser qu'en violant quelqu'un, en tout cas en violant son ex-conjointe, ça va la faire revenir. Je pense que lui et moi, on n'a pas le même mode de pensée, quoi. Euh, et donc, je reste, après son départ, prostrée pendant longtemps parce que je suis choquée, je suis en état de choc, je réalise pas, je me pose 36 000 questions, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais est-ce qu'il m'a violée? Est-ce que c'est un viol? Parce que c'est confus, aussi un ex-conjoint, c'est compliqué, c'est ambigu. Enfin, c'est compliqué en fait, oui, à poser le mot, à poser ce terme viol, quoi. Euh, et puis, j'appelle mes parents, je leur dis, j'appelle mon meilleur ami aussi, je lui dis. Et là, tous me disent de porter plainte. J'ai mon conjoint hein, aussi qui appelle. Nico appelle, il m'appelle 3 fois. La première fois, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je n'arrive pas à lui dire. Il me demande, mais je n'arrive pas à lui dire. J'y arrive pas. Donc il raccroche une première fois, il me rappelle une deuxième fois, il essaie encore de m'interroger, mais j'y arrive pas. Parce que c'est lui hein, que j'ai eu en premier. Et, et du coup, il me rappelle une troisième fois. Et là, je craque, je pleure, je lui dis.
Donc, il fait tout son possible pour rentrer de son travail l'après-midi, passer un peu de temps avec moi. Christian, mon ami, mon meilleur ami, me conseille, parce qu'il me dit, comme tu veux pas porter plainte, mais peut-être que plus tard tu vas changer d'avis. Donc, envoie-lui des textos, fais-lui faire des aveux. Donc, je le fais. J'y parle du viol et je le fais parler. Et il avoue. Et il me dit qu'il regrette. Et il me dit que c'était pas son but, qu'il est désolé, que pour se faire pardonner, il va se donner la mort le soir même. Chantage affectif, hein, chantage au suicide, ça ils savent souvent le faire. Donc voilà, c'est terrible. Et bon après, pendant 15 jours, j'occulte, je cherche à occulter, je cherche à oublier. Et puis finalement, je craque. Je craque au bout de 15 jours et je porte plainte. Et là, enfin, parce que je voulais pas porter plainte parce que il fallait que je réalise, parce que c'était compliqué, mais aussi parce que j'avais perdu confiance. Euh, les forces de l'ordre, depuis le mois de décembre, n'avaient rien fait. Donc, comment leur faire confiance? Comment leur dire ça alors qu'en fait, quelque part, je les tiens responsables de ce qui vient de m'arriver? Il est multirécidiviste. Normalement, voilà, ils auraient dû agir. Ils n'auraient pas dû mettre aussi longtemps. Et donc là, finalement, je réalise, je finis par porter plainte. Donc ça a accéléré le mouvement. On a procédé à son arrestation sur son lieu de travail. Ça a été une arrestation musclée. Et puis est arrivée la comparution immédiate pour juger alors juste les violences conjugales. Parce que le viol, lui, sera jugé en cour d'assises d'ici l'année prochaine, plutôt fin d'année prochaine. Donc pour les violences conjugales, il a pris 9 mois ferme et ils ont révoqué 10 mois d'un sursis antérieur, donc il est parti pour 19 mois ferme. 2 mois à peine après son incarcération, je reçois un coup de fil du commissariat. J'ai dû donc m'y déplacer. Là, on m'explique il a fait une demande d'aménagement de peine et donc on me demande mon avis. Donc, je comprends pas. Comme j'expliquais à la policière, vous mettez plusieurs mois à l'arrêter. Et finalement, beaucoup plus rapidement, il a déjà le droit à un aménagement de peine et entre autres, il demande la semi-liberté, quoi. Ça veut dire, dans la journée, je sors et puis le soir, je suis en prison. Enfin, je veux dire, c'est un peu facile. Mettons une petite tape sur les doigts, puis tout va bien, ça y est, c'est oublié. Bah non, enfin, si vous voulez pas qu'il y ait de récidivisme, vous mettez les sanctions et vous les maintenez. En tout cas, vous les appliquez réellement. Donc voilà, je comprends pas, je suis outrée. Je lui dis que clairement, bah, si il autorise à ça, ils ont qu'à aussi réserver tout de suite ma pierre tombale. Parce que oui, je suis en danger quand même. Et à un moment donné, il faut réaliser. Le 12 mars, il se contente de me violer, mais il aurait pu aussi me tuer. Voilà. Aujourd'hui, on est à 101 féminicides. Bah, j'aurais pu faire partie de ces femmes, de ces victimes-là. Euh, donc bon voilà, donc il part pour 19 mois ferme, donc sa semi-liberté finalement est refusée, heureusement. Après j'ai vu le juge d'instruction par rapport à l'affaire de viol, il l'a vu également, il s'est montré assez agressif. Et donc du coup le juge d'instruction l'a aussi placé en mandat de dépôt jusqu'à ce que la cour d'assises passe. Et donc ça veut dire que pour lui il n'y a pas accès aux aménagements de peine et il n'a pas non plus accès aux permissions. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et rassurant parce que jusqu'à en fin d'année prochaine, je suis dorénavant, en tout cas, tranquille. Voilà, donc voilà moi pour mon témoignage. Euh, voilà, j'espère que ça va vous permettre en tout cas de mieux comprendre en fait les violences conjugales, de mieux comprendre les allers-retours des victimes, de mieux les comprendre elles et surtout de ne plus les juger. Voilà. J'espère aussi que cette vidéo et ce témoignage va vous permettre en fait, de réaliser toutes les failles de notre système judiciaire hein, par rapport à l'inaction, par rapport au délai qui sont terriblement longs et du coup l'absence de réelle sécurité pour nous les femmes et les enfants. Voilà, donc je vous remercie. Maintenant, je ferai d'autres vidéos, alors pas sur mon témoignage, hein, ça sert à rien, on vient de le faire. Par contre, en revanche, je vais refaire des vidéos sur des thématiques. Donc, je ferai une vidéo pour vraiment bien expliquer les mécanismes des violences conjugales. Je ferai également une vidéo sur mes revendications, sur mes propositions de loi, de modification ou de création de lois et de réglementations. Je ferai une vidéo sur l'estime de soi à destinée des victimes, parce que c'est important de reprendre l'estime de soi.
Je vais parler aussi des enfants et des répercussions sur les enfants et donc ma revendication qui est que il leur soit en tout cas reconnu un statut de victime parce que c'est important pour leur reconstruction et pour qu'il y ait une prise en charge derrière. Je referai en fait une vidéo aussi pour expliquer la différence entre l'amour et l'emprise. Voilà, maintenant par contre, n'hésitez pas surtout en commentaire si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je tâcherai d'y répondre en vidéo assez rapidement. Voilà. Likez aussi ma page Facebook consacrée aux violences conjugales, qui est donc Parole de femmes Angers-violence conjugale. Merci à tous et relayez les informations.